mais est tombée malade cet après-midi. Donc on a seulement un intervenant, mais Elsa devrait pouvoir assurer les 3 parties sur desquelles on voulait parler aujourd'hui, qui sont l'accès aux droits à travers le numérique, l'accès aux droits des personnes étrangères qui arrivent sur le territoire et des personnes SDF. Donc pour commencer tout doucement, je ne vais pas représenter le pacte pour la transition parce que je pense que tout le monde commence à bien connaître, mais j'avais quelques informations à faire passer. Je partage mon écran. Et d'ailleurs, bonne année à tous. Ok, ça ne marche pas. Ah voilà. Donc, j'ai déjà fait l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, vous êtes à peu près plus d'une centaine de collectifs actifs à travers la France. Vous pouvez toujours retrouver une carte sur notre site avec tous les collectifs qui ont été créés. Tous ne sont pas actifs, mais vous pouvez tous les contacter à travers l'adresse type pacte-code postal atlist.transition-citoyenne.org. Nous sommes toujours l'équipe du pacte disponible pour vous accompagner dans votre action, dans votre commune, sur votre territoire. Donc l'équipe du pacte, c'est Aliette, Marie, Julie, c'est moi et Théo. Donc on vous propose une newsletter mensuelle, donc les webinaires comme ici, des ressources sur le site, un groupe Facebook pour échanger sur vos expériences. Donc toutes les ressources qu'on produit au fur et à mesure sont accessibles sur le site du pacte à l'onglet ressources. Et on a aussi fait une petite page de foire aux questions lorsque vous nous posez souvent les mêmes questions que vous pourrez retrouver ici et qui derrière vous relance vers les bonnes ressources. Et enfin, on répond en général assez rapidement à l'adresse pacte-transition-citoyenne.org. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et nous dire où vous en êtes. On avait aussi une petite actualité sur les signatures de pacte, car certains collectifs ont déjà obtenu des premiers engagements de la part de candidats. Et nous allons bientôt rajouter sur le site une page signature pour que chacun puisse viser, pour que vous puissiez nous faire remonter les signatures et que chaque personne qui veuille vouloir regarder comment s'engagent les candidats dans sa commune puisse le voir. Donc la page n'est pas encore active, mais on a déjà fait un questionnaire pour que vous nous fassiez remonter les signatures. J'ai mis le lien ici et on vous le remettra dans le chat ou dans le bilan de ce webinaire. Et donc pour rappel, une signature de pacte, donc c'est un engagement mutuel entre un collectif d'habitants et une liste candidate sur au moins 10 mesures du pacte. La liste des partenaires du pacte, je pense qu'on en a même oublié ici. Et voilà, du coup, la thématique aujourd'hui, pour ceux qui sont arrivés depuis que j'ai commencé à parler, c'est justice sociale et solidarité. Parce que c'est à peu près un tiers du pacte. La plupart des mesures et des fiches techniques ont été conçues avec notre partenaire Emmaüs, dont certaines antennes locales sont actives sur le pacte et à travers une campagne spécifique sur la solidarité. Vous m'entendez mieux. Je laisse Elsa se présenter et commencer à nous parler des 3 thématiques sur lesquelles on voulait parler aujourd'hui. En enlevant le micro, c'est mieux. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Elsa et je suis en charge du plaidoyer chez Emmaüs France.
Et donc, comme le disait Julien, on a pas mal contribué à l'initiative du pacte, et notamment sur les mesures plus sociales, on va dire. Voilà. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'était un petit peu de revenir sur cette partie justice sociale, solidarité, pour voir ce que peuvent concrètement faire les communes. Bon, peut-être pour commencer, juste se redire quand même que on peut imaginer que les questions sociales, ça peut être des compétences seulement étatiques, ce genre de choses, et en fait pas du tout. C'est extrêmement important le niveau local et le niveau de la commune, parce que la commune peut faire beaucoup de choses pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l'exclusion et mieux accueillir. Voilà, on y reviendra plus en détail. Donc voilà, pour aussi caler un petit peu les compétences de la commune, en tout cas les officielles, parce qu'on peut voir aussi, on verra ensuite que on peut aller au-delà des compétences qui sont officiellement délivrées à la commune. Mais pour rester dans le général, il y a la gestion des centres communaux d'action sociale. Donc ça, c'est soit un groupement de communes, soit une commune, mais ça existe dans l'ensemble des communes, et c'est un lieu en fait d'accompagnement social vers d'accès aux droits. Voilà, ça permet d'accéder à la CPM, enfin de se faire accompagner en fait pour vraiment pouvoir voilà, sur un grand champ d'accès aux droits. Et notamment la domiciliation, et ça pareil, on y reviendra un peu plus loin parce que c'est un des points très très importants de l'accès aux droits. Donc la commune a aussi donc des compétences d'aménagement du territoire, bien sûr, sur la politique en matière de politique du logement, en duo avec l'État, parce qu'il y a aussi une grosse compétence de l'État sur cette question, et puis gérer des établissements à caractère social ou médico-social. Voilà, juste peut-être avant de commencer aussi, et pour rebondir sur ce que tu disais Julie tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a déjà des groupes Emmaüs qui se sont emparés du pacte et qui ont obtenu en tout cas une signature pour le moment, mais c'est déjà bien. Voilà, et donc ils continueront, je pense, à s'impliquer dans le pacte. Alors, pour commencer, oui. Le PowerPoint. Ah. Alors, attends, tu peux le mettre ou pas pour moi? Ouais, je te le mets. Merci. Ben justement, on va parler du numérique et je suis la preuve que je ne sais pas très bien m'en servir. Donc... Commence, je le mets. Ouais. Alors, donc la première thématique, enfin la première type de public, on va dire, c'est les difficultés d'accès au numérique. Alors ça touche pas mal de monde, on va le voir. C'est 5 millions de Français qui sont en précarité numérique aujourd'hui. Alors précarité numérique, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne sait pas du tout utiliser, hein. On peut savoir utiliser certaines parties, ou au moins utiliser par exemple des applications sur nos smartphones, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable ensuite de, par exemple, s'inscrire à Pôle emploi ou faire une demande à la CAF. Voilà, ça, quand c'est des démarches administratives, déjà, sans le numérique, entre nous, ça peut être compliqué, hein, enfin voilà, en tout cas pour moi. Du coup, avec le tout numérique, on se retrouve face à un écran, et si on a une difficulté, ben, on n'a personne en fait qui peut nous aiguiller. Ça pose pas mal de soucis. Je vais commencer par quelques chiffres. Donc, je vous disais 5 millions de personnes en précarité numérique, 40% des publics précaires qui sont en grande difficulté numérique, parce qu'on peut bien sûr imaginer que voilà, en règle générale, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'utiliser le numérique, mais encore plus pour les personnes qui sont en situation de grande précarité, par exemple les personnes à la rue, les personnes âgées, voilà, donc ça augmente encore plus ces difficultés-là. Il y a une étude d'Emmaüs Connect, donc qui est spécialisée dans cette question, qui montre que 78% des personnes qu'elle accompagne déclarent ne pas disposer d'un accès privé et personnel à Internet. Donc ça, c'est la deuxième facette, on va dire, de la difficulté d'accès au numérique. C'est pas seulement ne pas savoir s'en servir, mais c'est aussi avoir le matériel chez soi, donc Internet et un ordinateur, pour pouvoir le faire et pour pouvoir voilà, pour avoir un accès rapide et régulier. Donc à partir de là, on a fait donc quelques propositions très concrètes pour inciter les futures mères à agir sur ce volet. Donc je vais vous
parler de quelques petites mesures. Avant ça, je vais juste vous redire le titre de la mesure, qui est la mesure 25 et qui s'appelle « Proposer gratuitement des lieux d'accompagnement au numérique avec une assistance humaine à destination de toutes et tous ». Donc, dans cette fiche technique, on a fait quelques propositions. Vous pouvez aller bien sûr la voir, mais je vais vous en parler de deux, trois propositions concrètes pour qu'on se fasse un peu une idée de ce qui est possible. La première chose, c'est très simplement mobiliser des espaces existants dans la commune, type bibliothèque, médiathèque, pour mettre des ordinateurs à disposition et idéalement des personnes qui viendraient aussi accompagner les personnes en précarité. Et bien sûr, informer les citoyens qu'il y a ces espaces disponibles et gratuits et avec les cartographier dans la commune. Donc, pour revenir sur l'accompagnement, parce que c'est un point très, très important finalement sur toute la question de l'accès au droit, pas seulement du numérique, c'est d'avoir des gens pour former, parce que encore une fois, il suffit pas d'avoir un ordinateur et Internet, malheureusement. Il faut aussi apprendre à s'en servir. Donc voilà, la commune peut mettre à disposition du personnel, des fonctionnaires formés spécifiquement à ça, ou imaginer par exemple la formation ou en tout cas l'appel à participation des citoyens pour faire cet accompagnement. Une troisième chose qu'une commune peut faire, ça serait créer un pack de services numériques. Donc là encore, c'est de voir avec la globalité des besoins, et ce serait apporter aux personnes en grande précarité du matériel, donc l'ordinateur, un fournisseur d'accès, Internet, donc ça peut être des aides financières, et puis un accompagnement humain et de la formation. Voilà, par exemple, par exemple pour la problématique un peu d'apporter du matériel aux personnes, on peut utiliser maintenant tous les appareils reconditionnés qui coûtent beaucoup moins cher, et c'est écologique en plus, pour pouvoir justement en donner à des tarifs préférentiels ou simplement faire des dons de la commune aux personnes qui en ont besoin. Pour finir donc sur une note positive et pour voir que ça marche quand les communes ont envie que ça marche, quelques exemples de ce qui se fait dans différents endroits de France. Donc, un premier exemple avec le CCAS de Nantes. Donc, pour rappel, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale, donc qui gère vraiment toute la question de l'accès au droit. Et à Nantes, ils ont créé un espace multimédia en libre service, donc dans ce CCAS, pour permettre aux gens de venir faire leurs démarches administratives. Il y a La Rochelle qui a créé un réseau de médiateurs numériques. Donc là, pareil, c'est plus des citoyens en fait qui s'engagent pour accompagner les personnes et pour les former sur l'utilisation du numérique. Et pour finir, Emmaüs Connect, donc comme je vous le disais, qui est vraiment la structure Emmaüs dédiée à cette problématique et qui donc elle agit sur plusieurs volets, mais les deux principaux, c'est donc tout ce qui est formation et accompagnement. Donc ça va être par exemple à Pôle emploi, sur les sites Pôle emploi, avoir accès à des ordinateurs, et puis des gens d'Emmaüs Connect qui sont là pour accompagner les personnes à faire leurs démarches. Et un deuxième volet qui est plus vraiment sur le côté matériel. Et donc là, ça va être proposé des offres de recharge prépayée ou d'accès à Internet à prix très avantageux, ou offrir des dons, ou en tout cas des ventes beaucoup moins chères de matériel, ordinateur, smartphone, etc. Voilà pour la question du numérique. On prend les questions à la fin, Julie, c'est ça, hein? Ouais. Oui. Ou je sais pas ce qui est le mieux. Ou peut-être on fait pas partie. Oui, alors on prend les questions à la fin. Ok. Pensez d'ailleurs à vos questions et si vous avez d'ailleurs des expériences, partage d'expériences à partager à la fin, je pense que ça intéressera tout le monde de comment vous saisissez des mesures sociales dans votre commune, ou même de comment est-ce que vous avancez de votre côté. C'est intéressant. Et donc, comme je disais au début, Henri, qui devait aussi participer aujourd'hui, est tombé malade tout à l'heure. Donc, il devait faire cette partie sur l'accueil des migrants. Donc, il nous avait fait déjà quelques remarques avant
disparaître au fond de son lit, notamment sur le numérique, pour faire un petit peu des liens entre toutes les mesures, notamment le fait que passer au tout numérique dans les communes, ça pouvait poser des problèmes d'accès aux droits donc, aux personnes qui sont le plus éloignées du numérique, et notamment aux migrants, et que notamment par exemple pour l'accès à des rendez-vous en préfecture, passer au tout numérique, ça pouvait rendre plus compliqué l'accès à des rendez-vous pour des visas ou toute la procédure pour te dire, pour après de demandeurs d'asile. C'est pas ma spécialité. Du coup, pour introduire, donc Elsa va nous faire aussi cette deuxième partie sur l'accueil des migrants. Et je vais relancer le PowerPoint. Alors, juste pour finir justement sur l'aspect préfecture, parce que c'est vrai que c'est un point assez important et une vraie problématique aujourd'hui pour les personnes exilées en France. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tout se fait obligatoirement sur le site internet de la préfecture. Donc, c'est plus possible d'aller comme avant, faire la queue. Pour prendre un rendez-vous, en fait, pour faire une demande de titre de séjour, on est obligé de passer par Internet. Et donc, forcément, il faut maîtriser, il faut savoir lire le français. Et puis, voilà, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et au-delà de ça, c'est aussi une manière de cacher finalement le fait qu'il y a très, très peu de rendez-vous. Et donc c'est pas, on n'a pas l'impression que c'est pas, on arrive, les personnes à chaque fois qu'elles entrent sur le site internet doivent cliquer pendant des heures pour actualiser la page, pour espérer avoir finalement un rendez-vous qui apparaisse, parce qu'en fait donc la CIMAD pour la petite histoire, a travaillé beaucoup sur cette problématique et a créé un robot donc pour vérifier en fait le nombre de rendez-vous disponibles réellement. Parce que quand on est sur le numérique, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On peut imaginer qu'il y a trop de demandes et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à accéder à des rendez-vous. Et en fait, pas du tout. Il y a certaines préfectures qui en fait offraient 2 rendez-vous par semaine, par exemple. Donc forcément, voilà. Et voilà. Donc c'est une vraie problématique. Voilà, impossible d'accéder même au rendez-vous pour déposer son dossier. C'est déjà compliqué. Donc, on va commencer peut-être par quelques chiffres sur la question donc des personnes migrantes. Alors, cette mesure et cette fiche technique, elles sont vraiment axées sur les primo-arrivants. Parce qu'après, il y a toutes les problématiques, bien sûr, liées qui sont type logement, hébergement, etc., qui sont traitées, qu'on a traité dans une mesure à part parce que c'est une problématique qui ne touche pas que les personnes migrantes, mais c'est effectivement un des problèmes principaux qu'ils rencontrent en arrivant en France. Alors, quelques chiffres rapides. En 2018, par exemple, c'était 4,6% de personnes migrantes non européennes en France. Donc ça, c'est moins que la moyenne de l'Union européenne. Sinon, pour les demandes d'asile, il y a eu, pareil, alors ça, je pense que c'était aussi en 2018, presque 123 000 demandes d'asile et seulement 27% qui ont été accordées. Donc ça c'est un bon exemple et très représentatif de la politique migratoire actuelle. Et donc pour se remettre juste en tête le nom de cette mesure, c'est la mesure 26 qui s'appelle « Créer des dispositifs publics de premier accueil à dimension humaine et en lien avec les acteurs associatifs où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut ». Donc ça, c'est très important. L'idée aussi derrière cette mesure, c'est le respect de l'accueil inconditionnel, donc qui est inscrit dans le droit français, et qui, en fait, on doit accueillir toute personne dignement, quelle que soit sa situation administrative, sa religion, son sexe, etc. Donc, pour entrer dans le très concret, une commune, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut, par exemple, donc mettre en place un point d'accueil et un livret d'accueil. Souvent, les primo-arrivants, ils sont perdus. C'est un pays inconnu, souvent une langue inconnue. On ne sait pas à qui s'adresser. Il y a souvent des démarches administratives à faire assez rapidement après l'arrivée. Donc, idéalement, dans une commune, d'avoir un lieu, en fait, potentiellement ouvert même 24 heures sur 24 qui puisse accueillir les personnes dès qu'elles arrivent, c'est vraiment un accompagnement essentiel et on le voit d'autant plus dans les villes frontalières, bien sûr, par exemple Briançon, etc., où il y a des gens qui arrivent
tout le temps, jour et nuit, et qui arrivent, pour le cas de Briançon, de la montagne, dans des situations plus ou moins difficiles, et qui ont besoin d'un accueil et d'être accompagnés en arrivant. Une autre proposition, c'est assez simple d'ailleurs à faire, c'est d'adhérer à l'Association nationale des villes et territoires accueillants, connue aussi sous le nom de Envita. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est Damien Carême qui a créé ça et qui regroupe en fait des maires partout dans le monde. Hein. Il y a même la mairie de New York qui est impliquée. Et qui en fait c'est un réseau de maires qui se discutent entre eux des bonnes pratiques et de comment mieux accueillir dans sa commune les personnes exilées. Donc ça, c'est une chose très simple. Adhérer à ça, c'est vraiment, voilà, si la commune a envie au moins de commencer et puis d'avoir, c'est toujours plus facile, bien entendu, d'avoir des collègues maires qui font la même chose et voilà, ça aide forcément dans la pratique. Une troisième chose qui peut être intéressante, et ça, on en revient à la domiciliation. Donc ça, la domiciliation, c'est vraiment le premier pas vers l'accès aux droits. C'est quand on n'a pas d'adresse, les services, notamment des communes, peuvent nous donner une adresse pour qu'on puisse juste accéder à l'ensemble des droits, hein, chercher un emploi, voter, payer ses impôts, enfin bon voilà. Donc ça, c'est important. Et dans le cas des personnes migrantes, c'est d'autant plus important parce que ça leur permet, s'ils n'ont pas de titre de séjour, d'accéder à l'aide médicale d'État. Et le seul moyen d'avoir l'aide médicale d'État, c'est d'avoir une domiciliation. Voilà. Il y a aussi la question des campements. Alors, ça, c'est une réalité qu'on voit de plus en plus. C'est autour des villes et des zones tendues où des personnes migrantes qui ont le statut de réfugié ou pas d'ailleurs, et qui se retrouvent dans des bidonvilles ou dans des campements aux périphéries des grandes villes. Et ça, encore une fois, la ville peut vraiment agir là-dessus par exemple, en ouvrant un accueil de jour qui permet à ces personnes-là de se réchauffer, de venir prendre une douche, de manger. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petites choses, mais qui ont un énorme impact. Parce qu'on va entendre souvent dans les communes en fait cette difficulté parce que officiellement la compétence de l'hébergement et du logement, ça dépend de l'État. Donc toutes les places d'hébergement officielles doivent être ouvertes par l'État, par les préfectures. Mais ça n'empêche que la commune peut quand même aussi, elle, agir à sa manière en réquisitionnant des locaux, etc. On verra des exemples qui existent dans certaines villes tout à l'heure. Et une dernière chose de proposition en fait pour agir des communes, c'est créer une maison des migrants. Et ce serait un endroit en fait qui regrouperait des associations, des travailleurs sociaux, pour avoir des personnes formées à l'accompagnement des exilés, pour des conseils juridiques, pour des traductions, voilà, pour en tout cas qu'il y ait un seul lieu en fait qui concentre les différents besoins des personnes primo-arrivantes. Voilà. Donc pour les initiatives qui fonctionnent et qui existent déjà et dont les futures maires peuvent s'en inspirer. Donc c'est ce qu'on disait, le réseau des communes accueillantes, donc Envita. Il y a par exemple plus récemment un appel de 13 maires de grandes villes qui appellent l'État à ouvrir des places justement d'hébergement en disant que voilà, sur les communes en fait on a des personnes en demande, on pourrait très facilement remplir ces places, mais il faut que l'État joue son rôle aussi et qu'il y ait une collaboration qui se fasse pour une ouverture de places voilà, officielle dans des centres d'hébergement. Et une autre initiative qui est plutôt citoyenne, là, c'est le sursaut citoyen. Alors ça, c'est une carte, en fait, vous pouvez voir sur un site internet, mais je pense que les liens vous seront transmis ensuite, où en fait, une carte de France où on voit toutes les initiatives citoyennes qui sont un peu partout en France. Donc ça peut être sur le logement, ça peut être vraiment sur des choses très très diverses et c'est assez réconfortant d'ailleurs de voir un peu cette mobilisation citoyenne à travers la France. Une autre initiative mi-citoyenne, mi-associative, c'est les États généraux des migrations. Alors ça, c'est vraiment à travers la France, plus de 100 assemblées locales qui se sont constituées en fait
pour réfléchir ensemble à des propositions pour une nouvelle politique migratoire et une politique migratoire alternative qui accueillerait dignement tout le monde. Enfin, en tout cas, toutes les personnes arrivantes qui seraient accueillies dignement et avec le respect de l'accueil inconditionnel. Voilà pour les initiatives. Et peut-être une dernière chose aussi qui est assez intéressante et qui est plutôt facile, je pense, à faire pour une commune, c'est Strasbourg qui a fait un manifeste en fait pour dire que ils souhaitaient accueillir et accueillir mieux et qui ont proposé des choses concrètes à mettre en place dans la ville de Strasbourg. Pour compléter, oui, donc Henri avait aussi parlé du jury citoyen qui a été mis en place à Villeurbanne. En fait, c'est un exemple parmi d'autres de processus de concertation pour impliquer le plus largement possible les habitants dans l'accueil digne des migrants. Et en l'occurrence, donc c'était un jury où une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes plutôt, ont été réunies. Donc c'était à moitié des volontaires et à moitié des personnes tirées au sort et qui ont ensuite réfléchi, interviewé des intervenants spécialistes de la question de l'accueil des migrants. Et un certain nombre d'étapes. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Et le but de ce jury citoyen est ensuite de formuler des propositions concrètes sur l'accueil des migrants qui puissent prendre en compte une variété de points de vue. Et à travers, je pourrais aussi vous partager un autre document donc, où il y avait plusieurs exemples de politiques alternatives d'accueil des migrants qui montrent que la concertation des habitants est généralement importante pour favoriser un bon accueil des migrants. Je crois que c'était à Grenoble où il y a tout un processus aussi concertatif sur cette question. J'avais marqué quelque chose d'autre. Ah oui, et aussi, donc, après la concertation des citoyens, un autre aspect important, c'est la concertation avec les associations qui sont les premiers acteurs de l'accueil des migrants, de toutes petites communes où ça va être les premiers intervenants parce que la commune est un petit peu débordée sur le sujet, aux plus grandes villes où elles restent des alliés des communes. Et un rôle important de la commune, ça va être de donner les moyens à ces associations de faire leur travail et puis d'aider à les organiser et à les consulter généralement pour améliorer leur politique. Ah oui, et aussi, donc, dans l'exemple de Briançon, vu que un aspect important de l'accueil des migrants se passe au niveau de l'État, donc c'est l'État qui prend beaucoup de décisions sur le sujet, les communes ont aussi un pouvoir pour agir, pour interpeller l'État pour qu'il change les lois et les politiques. Et donc, par exemple, dans le cas de Briançon, la commune s'était alliée avec les associations et les citoyens pour interpeller directement l'État pour faire changer la loi. Je pense que c'est tout. Ouais. Et ben juste, je vais vous donner un dernier exemple et ça me permet de faire la transition vers le sujet suivant. C'est les 100 pour 1 aussi. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça, c'est vraiment une initiative purement citoyenne. Et c'est des personnes qui se sont dit, voilà, il y a des familles à la rue, il y a des enfants à la rue, il y a des hommes à la rue aussi. Enfin voilà, des personnes qui vivent dehors. Et souvent, c'est des personnes, des personnes migrantes, exilées, voilà, qui ont principalement quelques problèmes administratifs, difficultés administratives. Et l'idée, c'est de se cotiser, en fait, se mettre à plusieurs dans un pot commun pour payer un loyer à ces personnes. Et donc, on a vu des 100 pour 1 se créer un peu partout en France. Et c'est une initiative très, très intéressante. Bon, malheureusement, ça répond à un manquement de l'État. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est pas forcément bien. Mais au moins, les gens prennent vraiment les choses en main et refusent de laisser des personnes dormir dehors. Donc, justement, parfaite transition pour le dernier point, le dernier public, qui sont les personnes à la rue ou les personnes mal logées. Donc, pareil, pour cette question-là, la commune, elle peut faire beaucoup de choses. Pour commencer, je vous donne quelques chiffres rapidement. Donc, c'est environ 255 000 personnes qui sont à la rue ou mal logées. Donc, ça comporte donc sans domicile, hébergés à l'hôtel ou en habitat de fortune, donc bidonville, campement, etc.
c'est des chiffres approximatifs, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'études depuis 2012. La dernière étude de l'INSEE, ça date de 2012. Donc voilà, il y a la Fondation Abbé Pierre qui fait chaque année un rapport sur le mal logement et qui propose quelques chiffres, mais c'est vrai que c'est malheureusement pas une étude avec autant d'ampleur que celle de l'INSEE. Voilà, entre 2004 et 2016, le nombre d'expulsions locatives a augmenté de 41%. Et c'est souvent sans solution de relogement, hein, donc ces personnes se retrouvent à la rue. Encore un exemple en l'hiver 2016-2017, en fait, la Fédération des acteurs de la solidarité a fait une enquête flash menée sur une seule nuit et sur laquelle on voit en fait qu'il y a 43%, donc des enfants de moins de 3 ans, hein, on parle que des enfants de moins de 3 ans, même pas, mais pas plus élevés, qui ont pu être mis à l'abri et dormir principalement à l'hôtel. Donc c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Donc pour parler du mal logement et des sans domicile, il y a plusieurs mesures en fait du pacte qui parlent de cette problématique. D'abord, il y a la mesure 21, c'est assurer l'accueil, l'accompagnement et l'insertion des personnes en difficulté. Donc cette mesure-là, elle est plutôt axée sur justement l'accompagnement des personnes et peut-être un peu de prévention que la commune peut faire. Donc, à titre d'exemple, par exemple, ça peut être donc assurer l'accueil des publics donc au travers du service de domiciliation. On retrouve encore cette question-là parce qu'elle est vraiment essentielle dans l'accès aux droits. Et là, c'est plus généralement, de toute façon, pour sortir de la rue ou pour accéder, enfin, pour trouver un logement, il faut un emploi, etc. Et pour ça, il faut d'abord une adresse. Pour prévenir de l'exclusion des personnes, c'est aussi donc avoir un accompagnement pour les personnes en difficulté. Donc ça peut être par exemple des dons financiers, ça peut être des dons matériels, ça peut être en tout cas voilà une aide de la commune en amont avant qu'on bascule dans le fait de se retrouver complètement sans domicile. Ça peut être aider les associations locales aussi, qui, elles, ont des centres d'hébergement ou viennent en aide aux personnes SDF. Donc ça, c'est un moyen aussi d'agir. Ou encore, par exemple, proposer des coffres-forts numériques. Alors ça, c'est une initiative très intéressante qui permet donc aux personnes à la rue de scanner leurs documents officiels, parce qu'à la rue, bah, bien sûr, on peut se les faire voler, on peut les perdre facilement, et au moins ça. Et donc, encore une fois, pour accéder à ces droits, on est obligé d'avoir sa carte d'identité, sa carte vitale. Donc l'idée de ces coffres-forts numériques, c'est vraiment de sécuriser ces documents-là. Alors après, il y a quand même, il faut faire attention dans ce type d'initiative à tout ce qui est confidentialité et voilà, et respect des données personnelles. Mais sinon, l'initiative est vraiment intéressante et pas si compliquée à mettre en œuvre. Une deuxième mesure donc, qui traite de cette thématique, c'est la mesure 23, assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, assurant l'usage de toutes et tous, y compris des personnes les plus vulnérables. Alors là, on traite plutôt de la question de l'invisibilité en fait des personnes SDF, parce que on va, par exemple, hein, très très concrètement, on va beaucoup plus voir d'hommes seuls à la rue, en marchant nous dans la ville, etc. Mais les familles, les femmes se cachent beaucoup plus. Donc c'est vraiment une invisibilisation totale des publics. Qu'on retrouve aussi dans la problématique des campements et des bidonvilles qui sont à l'extérieur de la ville et finalement qui sont totalement invisibles. Alors, concrètement, la commune, sur ce point-là, comment elle peut agir? Elle peut tout simplement interdire les mobiliers anti-SDF. Donc ça, c'est les pics que vous voyez souvent devant les portes d'entrée. Ça peut prendre plein de formes assez imaginatives et créatives, hein, malheureusement. Mais en fait, c'est tout simplement des choses pour empêcher les SDF de s'allonger et de rester dans un endroit. Et donc, ça va être, au lieu de mettre des bancs, de mettre des sièges individuels. Voilà, c'est plein de techniques comme ça assez sordides. Donc, tout simplement les interdire, ça peut être, c'est un message quand même fort de la commune et ça a un impact très important pour la vie de tous les jours des personnes à la rue. Ça peut être aussi mettre en place des casiers solidaires. Alors ça aussi, c'est une initiative assez intéressante. Encore une fois, à la rue, on se fait souvent voler ses affaires. Et l'idée, c'est d'avoir des casiers où la personne a la clé de son casier et peut mettre ses affaires dedans. Mais c'est
au-delà de ça, il y a des personnes aussi, des travailleurs sociaux qui sont autour de ces casiers pour accompagner les personnes vers justement leur accès aux droits. Voilà. Donc, c'est vraiment une mesure combinée. Et une dernière chose qui est extrêmement importante quand on est à la rue, c'est des points d'eau et des points d'accès à l'hygiène, en fait. Donc, des douches, des bains-douches et des endroits où on peut avoir accès à l'eau potable. La dernière mesure qui traite de cette problématique, c'est la mesure 24, qui s'appelle garantir un accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous. Donc là, on est vraiment plus sur la question du logement, donc après l'urgence. Et concrètement, qu'est-ce que la commune peut faire là-dessus? C'est déjà tout simplement respecter la loi, hein, la loi SRU précisément, qui oblige chacune des communes à avoir 20 ou 25%, ça dépend du nombre d'habitants, de logements sociaux. Donc ça, comme vous le savez, il y a beaucoup de communes qui ne le respectent pas du tout. Une deuxième chose qui peut être faite, c'est diminuer la part des logements vacants habitables. Donc ça aussi, c'est un vrai problématique et voilà, des logements qui seraient habitables mais qui ne sont ni loués ni vendus et qui sont juste inhabités. Donc sur cette question, il y a par exemple Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, qui accompagne les propriétaires pour faire des rénovations dans leur logement ou qui font des aides financières pour s'assurer qu'à la fin, les logements vacants soient finalement loués ou au moins vendus, qui ne restent pas comme ça complètement inhabités. Il y a aussi des solutions qui est très intéressantes qui existent. C'est l'intermédiation locative. Alors ça, c'est en fait une association qui se porte garante pour une personne en difficulté pour louer un logement. Donc ça, c'est pareil. La commune, elle peut faciliter ce genre d'initiative en proposant des logements avec une intermédiation locative avec des associations locales. Une dernière chose, c'est la régulation du coût du logement. Alors, on l'a vu à Paris avec le plafonnement des loyers. Et ça, c'est quelque chose qui a un effet immédiat sur l'accès au logement. Pour terminer, comme pour les autres thématiques, des exemples très concrets de ce qui se fait dans des communes à travers la France. Donc, les casiers solidaires, on en a parlé tout à l'heure, qui sont une initiative donc en fait, ça s'est fait d'abord au Portugal et Emmaüs Alternative a pris la même idée pour la proposer à la ville de Montreuil, qui a accepté de la mettre en place. Et donc, il y a des casiers solidaires, les premiers casiers solidaires à Montreuil qui sont aujourd'hui disponibles. Et c'est en discussion avec d'autres arrondissements avec certains arrondissements de Paris. On peut imaginer, alors, il existe aussi donc à Paris, encore une fois, l'entreprise publique de l'eau de Paris qui a décidé de maintenir toutes les fontaines, les anciennes fontaines parisiennes et d'en créer d'autres pour assurer un minimum de points d'eau, même en temps de gel, etc. Les fontaines ne sont jamais coupées. Et c'est aussi 400 toilettes publiques et 17 bains-douches municipaux. Donc, c'est un exemple quand même assez important de mise à disposition d'accès à l'hygiène. Et un troisième exemple, une initiative qui est proposée donc par le maire du 1er arrondissement, encore une fois à Paris, qui, en fait, ils avaient des locaux de la mairie inhabités, ils s'en servaient pas, inutilisés, et ils ont décidé de faire un accueil de jour pour les personnes à la rue dans ces locaux-là. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez des questions ou en tout cas des exemples, vous, dans vos communes, de choses qui fonctionnent. Voilà, je vous écoute. Et d'ailleurs, du coup, on a choisi ce soir de se pencher sur 3 questions spécifiques. Mais il y a près 6 ou 7 mesures sur les questions de solidarité dans le pacte qu'on n'a pas le temps d'aborder. Par exemple, il y en a une sur l'insertion professionnelle et des aspects aussi des mesures qu'on ne pouvait pas tout traiter. Donc, par exemple, sur la mesure 23, on parle à la fois de lutter contre les dispositifs anti-SDF ou l'accès à l'eau dans l'espace public. Mais il y a aussi des choses sur l'accessibilité de l'espace public aux personnes handicapées ou la question
l'accès différencié entre les hommes et les femmes à l'espace public, qui peut un sujet sur lequel la commune peut travailler. Et d'ailleurs, sur l'accès sur les logements d'urgence ou non, les communes, les femmes à la rue étant plus souvent victimes de violences, il peut y avoir des accueils différenciés pour permettre d'éviter ces violences. Et de même pour l'accès aux points d'eau ou à des espaces d'hygiène comme des douches publiques. Du coup, avez-vous des questions sur l'intervention d'Elsa, sur des mesures, sur la solidarité dans le pacte que vous auriez voulu intégrer dans votre commune, mais les candidats vous auraient posé des cols ou vous ne sauriez pas vraiment comment l'adapter à la réalité de votre commune? Pas de première question. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui vont porter ces mesures dans votre commune? euh, du coup, il y a une première question de Marie-France sur les casiers solidaires. Comment est-ce qu'il est possible de les installer et comment les proposer aux candidats? J'imagine qu'il y a aussi une question de le coût de ces casiers et où les installer. Alors, pour le coup, ce qui s'est passé avec Emmaüs Alternative et Montreuil et la ville de Montreuil, ça a été vraiment des discussions ça prend du temps, ça c'est clair. Ça a été de la négociation quand même avec la commune parce que c'est certains coûts. Alors, je peux pas vous donner le chiffre, ça je peux vous le trouver et peut-être vous le transmettre dans un deuxième temps. Mais c'est vraiment c'est une volonté de la commune parce que pour le coup les casiers ils sont gérés par l'association. Donc la commune donne un emplacement, peut-être donne un financement, mais ensuite tout est géré par l'association elle-même, l'accompagnement social et enfin voilà le territoire on va dire autour de ces casiers-là et les personnes qui y mettent leurs affaires. Tout ça c'est vraiment un accompagnement qui est proposé entièrement par l'association. Donc, c'est un coût financier, mais finalement, toute la gérance est faite principalement par l'association partenaire. Donc, Du coup, ça serait peut-être en lien avec une question que j'avais moi. Je ne sais pas si sur en fait comment mettre en place des mesures comme les casiers ou d'autres mesures plus conséquentes dans des petits villages, des petites communes plus rurales que Paris, par exemple. Il n'y a pas forcément après, d'associations existantes. oui, après, souvent dans les petits villages ou les petites communes, il y a aussi moins de personnes à la rue. Je dis pas moins de personnes en précarité parce que ça, c'est pas vrai. Il y a énormément de personnes en situation de précarité dans les petites communes et en province, etc. Par contre, je pense qu'il y a quand même, voilà, en termes de personnes à la rue, c'est quand même un nombre beaucoup moins important. C'est des zones beaucoup moins tendues sur ces questions. Et de ce fait, par exemple, si c'est un ou deux casiers solidaires ou trois casiers solidaires, c'est déjà un coût beaucoup moins important. Et voilà, si la commune a vraiment envie de s'engager là-dedans, elle peut le faire plus facilement, je pense. Et après, même dans les petites communes, il y a toujours aussi des associations locales qui sont prêtes en plus à aider, à accompagner sur des initiatives comme ça. Sinon, une question que
j'ai vu passer sur les réseaux sociaux quand on parlait de ces mesures, sur la question du numérique, c'était qu'en fait, il y avait déjà des ordinateurs dans les bibliothèques actuellement et que c'est un aspect de la mesure qui est déjà mis en place partout parce qu'il y a des bibliothèques partout. Euh, Comment est-ce que c'est possible d'améliorer l'accessibilité au numérique dans ce cas-là? Bah, en fait, déjà, la problématique du numérique, c'est que malheureusement, c'est pas juste avoir un accès, en fait. C'est pas avoir un ordinateur et avoir un accès à Internet, ça suffit pas. Il faut savoir s'en servir. Donc oui, c'est sûr que déjà, il y a des gens qui n'ont même pas d'ordinateur et oui, c'est vrai que dans les bibliothèques, il y en a. Après, je ne sais pas si ça se fait dans toutes les communes, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours des endroits où on peut y aller. Mais par exemple, Pôle emploi, il y a aussi des ordinateurs en libre service pour s'inscrire, ce genre de choses. Mais au final, c'est tellement compliqué que si on n'a pas quelqu'un qui est à côté aussi pour nous montrer comment faire. Je ne sais pas si vous avez vu I, Daniel Blake, par exemple, qui montre bien cette problématique où il se retrouve devant cet ordinateur où il doit tout faire en ligne et puis en fait, il ne connaît pas du tout, il n'a jamais fait et il n'y a personne autour pour l'aider. En fait, ça pose vraiment la question de l'accompagnement et c'est valable pour le numérique, mais pour plein d'autres choses dans le secteur social, c'est que c'est pas simplement avoir des outils et simplement avoir des choses concrètes. Il faut aussi un accompagnement humain derrière pour pouvoir vraiment arriver au bout des choses. Et pour le numérique, c'est très flagrant que voilà, il faut plus qu'un ordinateur pour pouvoir faire ces démarches. Du coup, par rapport à, pas vraiment une question, mais plutôt une exclamation de la part de Jeanne, des gens qui ne veulent pas d'ordinateur, Et en j'imagine. plus, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. On est obligé, on n'a pas le choix. On nous impose ça dans tous les secteurs maintenant. Et je suis complètement d'accord avec Jeanne. C'est que ça devrait pas, en tout cas, on ne devrait pas nous l'imposer. Ça devrait être quelque chose potentiellement qui puisse faciliter pour certaines personnes ou pour certains cas, si on en a envie. Et si si c'est une vraie facilitation. Mais si ça l'est pas, ça devrait pas du tout être imposé. Je suis d'accord. Du coup, il peut aussi y avoir pas un effort, mais justement un ralentissement de la part des communes qui Mm. n'ont pas à généraliser toujours l'utilisation du numérique pour accéder, pour permettre l'accès aux droits de chacun à tout ce qu'il propose, ou alors je crois que ça se fait d'avoir toujours un ordinateur au lieu où il y avait les centres sociaux, etc., avec une personne qui puisse aider à utiliser le service. Mm. Après, le problème, c'est que malheureusement, les institutions d'État, hein, type CPAM, CAF, etc., de toute façon, ils sont déjà, les préfectures, ils sont déjà passés au tout numérique. Donc après, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est plus, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? C'est là, malheureusement, c'est là. Et qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui peuvent vraiment pas accéder à leurs droits parce qu'elles y arrivent pas, qu'elles connaissent pas et qu'elles n'ont pas été formées pour. Voilà, donc c'est plus malheureusement subir un peu et essayer de réagir face à une réalité. Il y avait un petit commentaire de Rémi qui partage d'expérience. Je ne sais pas, Rémi, si tu viens de Champigny et si du coup vous avez échangé avec les élus candidats par rapport à ce qui se fait déjà et s'il y a des choses à faire pour l'améliorer. En tout cas, partager l'expérience de Rémi sur l'Office des migrants à Champigny, l'Office municipal des migrants qui mène des actions en faveur de l'insertion sociale des populations étrangères ou d'origine étrangère. Et donc, c'est une association qui propose des activités qui tendent à favoriser la participation citoyenne et l'évolution autonome dans la société d'accueil. Ce sont des projets qui ont pour visée de répondre à leurs besoins dans différents domaines de la vie sociale, linguistique, administratif, professionnel, culturel et éducatif. Donc, avec un petit lien si vous voulez aller plus loin. Voilà, si je peux, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je peux intervenir pour commenter un petit peu. Enfin bon, c'est une chose qui existe à Champigny en fait depuis 1985. C'est un des seuls où il y a eu un certain nombre d'offices municipaux des migrants à l'époque. Et je crois que Champigny, avec une autre ville en France, est un des seuls à avoir gardé un office comme ça. Je crois. C'est par rapport à un petit historique. Alors, si je vous mettais ce lien, c'est
c'est pour vous montrer un petit peu, donner des exemples qui pourraient inspirer chacune de ce que peut faire un office des migrants et de tous les services qu'il peut rendre par rapport à ces migrants. C'est pour ça que je voulais mettre ce lien. Mais cette réflexion et par rapport à ça appelle une réflexion plus générale par rapport au pacte pour la transition que je voudrais vous poser. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans une ville, dont vous avez compris, on a un collectif à Champigny, on est en train de prendre contact avec les différentes listes. C'est aujourd'hui au sein de Champigny une municipalité qui est active sur cette liste. Comme il y a des élections, on ne sait pas ce que sera demain, mais ça c'est la nature même du pacte. Quels seront les résultats et ce qu'on pourra faire. Et donc, c'est par rapport à la signature des pactes avec les différentes listes. C'est une petite réflexion que nous avons et dont nous ne savons pas très bien nous en sortir. À savoir, j'essaye d'être clair et de décrire la situation par rapport à ça. Il y a un certain nombre de choses qui existent et d'autres choses qui sont à créer. Voilà. Nous ne sommes pas en mesure d'imposer aux candidats de signer sur tel ou tel point. Néanmoins, certains candidats pourraient remettre en cause des acquis qui existent, qui sont proposés dans le pacte de la transition, et ça peut être parce que ça ferait partie de leur politique, je ne sais pas, je l'espère pas, mais on verra comment ça se passe. Et comment faire pour faire en sorte que ces acquis soient préservés, c'est-à-dire refuser de signer un pacte s'il y a des mesures qui correspondent à des acquis qui sont là dans le pacte, imposer la signature et le maintien de ces choses-là, et de refuser de signer un pacte si ces choses-là ne sont pas maintenues, ou bien quand même dire tant pis, puisqu'ils sont favorables à ces autres mesures, on prend quand même, on signe un pacte avec eux. Voilà, une problématique avec une réflexion aussi derrière, je ne sais pas comment l'énumérer. Est-ce que nous devons proposer il y aura sans doute visiblement des candidats qui ne seront pas, tout comme Jeanne disait tout à l'heure, enfin je croyais que c'était par rapport à ça, qui ne seront pas favorables à un accueil des migrants sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces candidats et est-ce qu'on signe un pacte avec eux ou voilà, question générale. On est en pleine discussion là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des idées ou si vous avez déjà été confronté dans le collectif à ce genre de problématique. Voilà. Est-ce qu'on doit signer avec tous les candidats ou pas? Voilà un petit peu le sens de ma question. Du coup, Rémi, tu n'es pas la première personne à nous poser cette question. Le pacte, on l'a conçu avec 32 mesures sur les questions écologiques, sociales et démocratiques parce qu'on pense que la transition, ça traverse ces 3 sujets et qu'il ne suffit pas de mettre du bio à la cantine pour améliorer forcément la vie dans une commune. Donc, un élu ne va pas pouvoir et ne doit pas forcément mettre en place toutes les mesures, mais il y a quand même une cohérence entre elles. Et surtout, c'est vous, le collectif, qui porte le pacte dans votre commune, qui va pouvoir poser ses conditions et va voter ou ne va pas voter ne va pas signer ou ne va pas signer un pacte avec des candidats. Et le fait, vous pouvez décider que si une liste, par exemple une liste FN, ne va pas vouloir signer d'une part un pacte comprenant la nécessité d'un accueil digne des migrants, mais non seulement va revenir en arrière et supprimer l'office municipal des migrants, de la commune, vous pouvez ne pas signer le pacte en donnant comme justification que vous estimez que c'est quelque chose d'absolument important et sur lequel vous ne voulez pas revenir. Et du coup, il sera alors bien de demander à tous les candidats de garantir le maintien de ces acquis sociaux. Ce que je veux dire en bref, c'est que c'est vous qui décidez ce que vous voulez dans votre commune.
Les mesures du pacte, c'est un guide des idées, mais vous pouvez ensuite mettre des lignes rouges. Il faut absolument que cette mesure soit mise en place. Il faut absolument que vous refusiez de continuer à construire ce grand projet inutile et imposé. Il faut absolument que vous mainteniez cet acquis social et permettre ensuite aux candidats de choisir les mesures sur lesquelles ils veulent s'engager. Vous pouvez aussi leur proposer une liste de 6 mesures indispensables à mettre en œuvre. Vous pouvez leur proposer 10 mesures indispensables à mettre en œuvre. Vous pouvez tout négocier avec elles, mais au final, c'est vous qui décidez. Tant que vous êtes à peu près égal, vous avez des exigences à peu près égales avec tous les candidats. Autrement dit, votre réponse, c'est d'être amené peut-être à refuser de signer un pacte. Enfin, dans la question du pacte, c'est pas nous qui pouvons faire le programme des candidats. Donc, si pour telle ou telle raison, telle liste dit ben non, je peux pas tout promettre, et c'est raisonnable de ma part de ne pas tout promettre, pour des raisons qui peuvent être aussi des raisons budgétaires. Enfin, je veux dire, c'est des questions importantes afférentes à une commune. Est-ce que, d'ailleurs, on a une petite initiative et un café citoyen sur la question de gestion d'un budget communal fait par un Campinois qui nous a présenté quelque chose de très intéressant. Mais donc, votre idée, c'est tant pis, il serait prêt à s'engager sur 10 mesures qui sont du pacte, mais on ne signe pas parce qu'on tient vraiment à ce que celle-là soit préservée. C'est un petit peu la ligne de conduite, évidemment, que vous nous indiquez, quoi, en fait. Oui. Nous, notre posture, c'est vraiment, on propose un certain nombre de choses, et derrière, c'est les collectifs qui vont bien connaître leur territoire, et qui sauront s'il y a des choses qui sont absolument indispensables à mettre en œuvre. Et justement, c'est le sujet de ce soir. En fait, la plupart des associations actuelles qui portent le pacte, il y a beaucoup de collectifs qui sont d'abord orientés sur les questions écologiques. Et aujourd'hui, les questions de transition, les questions de climat sont très... c'est un enjeu important des municipales, dont un grand nombre de partis vont se saisir. Mais les questions sociales et écologiques sont très liées, notamment parce que c'est bien de construire des pistes cyclables pour une partie des habitants, mais il faut que ça profite à l'ensemble des habitants. Donc, ça peut être un bon marqueur de voir si les candidats veulent bien s'engager sur mettre en place pas du bio à la cantine, mais refusent de s'engager sur garantir un logement à ceux qui en ont besoin. De toute façon, dans la démarche même du pacte et dans vos préconisations, vous préconisiez en fait de veiller à ce qu'il y ait des mesures qui fassent partie à la fois de l'écologie, de la solidarité, de la démocratie citoyenne, qui sont un peu dans ces trois domaines-là, voilà, que signer un pacte qui porte sur ces trois domaines-là, pas uniquement des mesures écologiques, par exemple, et pas les autres. Donc, on a un petit peu en partie raison par rapport à ça. Néanmoins, c'est difficile par rapport, quand on n'a pas une expérience d'un budget, d'une commune, de dire par rapport à telle ou telle promesse, de dire ben non, je ne peux pas en même temps accueillir les migrants et faire des pistes cyclables. La commune n'en aura pas les moyens et les budgets, et ça nous est difficile, même on peut émettre des choix, mais ça nous est difficile de répondre par rapport à ça et de contrer, par exemple, quelqu'un qui aurait déjà l'expérience municipale et de gestion municipale devant ce genre d'argument, d'arriver à les contrer, quoi. C'est un vrai gros boulot, ce collectif, ce pacte. On s'en rend compte, là. On essaye
de travailler toutes les mesures et de voir, parce que si tel candidat partir de nos choses, mais si tel candidat veut signer telle mesure, pourquoi pas et pourquoi on serait pas compétent par rapport à ça. Enfin voilà, c'est un petit peu je veux pas monopoliser la parole, peut-être qu'il y aura d'autres, mais c'est un petit peu pour faire part, voilà, des problématiques que nous avons et un peu des difficultés que nous avons pour que ces pactes soient sérieux, puisqu'il y a derrière un engagement de co-construction, de travail ensemble, etc. D'ailleurs, même à notre avis, c'est les mesures, je ne sais plus exactement, mais 30, 31, 32 qui garantissent un peu une démocratie citoyenne qui sont la clé de tous ces pactes. Et là-dessus, c'est des mesures sur lesquelles on est conscient qu'il faudra insister auprès de tous les signataires. Voilà. Juste peut-être. Oh, pardon. Vas-y, Elsa. Non, juste un petit mot par rapport à ça. Ce que vous disiez là sur justement l'argument, on ne peut pas tout faire, etc. Et c'est une des choses que je trouve très intéressante dans le pacte, c'est qu'il y a justement cette question de niveau et qui permettent aussi de dire on a aussi certaines mesures qui sont très simples à mettre en œuvre et des choses très très faciles à mettre en œuvre et qui coûtent pas d'argent. Par exemple, pour rejoindre Envita, l'association des maires accueillants, ça coûte rien finalement et c'est des choses très faciles à faire. Alors c'est peut-être pas le cas pour toutes les mesures, bien sûr, hein, mais je pense que c'est vraiment un des points forts du pacte, c'est de proposer cet échelon un peu de différents niveaux et de choses très très simples à des choses plus importantes. Oui, tout à fait. Du coup, c'était vraiment ce qu'on a voulu faire avec la mise en place de 3 niveaux d'ambition. J'ai vu votre question, Jeanne. Ah, au revoir. Au revoir, du oui, du coup, il y a 3 niveaux d'ambition. Et généralement, le premier niveau, ça dépend des mesures, mais globalement accessible et n'est pas forcément très coûteux pour la municipalité. Et deuxièmement, sur la question des compétences, je pense que l'idéal pour lorsqu'on veut saisir du pacte, c'est aussi d'arriver à rassembler des associations qui travaillent sur les différents sujets qu'on veut aborder, notamment pouvoir mobiliser des associations qui travaillent sur la solidarité, qui vont avoir une expertise sur ces questions. Et par exemple, dans le cas de Champigny, l'Office municipal des migrants, qui aura peut-être une expertise pour pouvoir dire mettre en place ça va pouvoir coûter tant. Et c'est tout à fait compatible avec l'installation de pistes cyclables. Alors du coup, j'ai une question de Marie-France par rapport au pacte en général. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas invité les collectifs qui se sont créés à former des listes municipales eux-mêmes dans leur commune pour assurer la réalisation des mesures du pacte si la liste est élue? Et du coup, en fait, la posture du pacte pour la transition, c'est qu'il y a déjà des initiatives qui font ça. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur le site notamment d'Action Commune, qui travaille à la mise en place de listes municipalistes à travers la France, et qui sont d'ailleurs nombreuses à utiliser le pacte pour concevoir leur programme. Le problème est que toutes les listes ne vont pas forcément, surtout les listes qui naissent comme ça, ne vont pas être élues. Et des actions en faveur de la transition peuvent être mises en place par la plupart des listes. Et le pacte, c'est l'idée d'avoir une action complémentaire de la création de listes parce que tous les citoyens peuvent être impliqués dans les politiques locales, pas seulement ceux qui sont élus. Sinon, Pascal avait peut-être un retour d'expérience à Salon, mais plutôt sur les questions de concertation, co-construction. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Pascal? Je ne trouve pas dans les participants. Ah si, là-haut. Je t'active. Tu peux parler si tu veux. Vous m'entendez là? Ouais.
Oui, bonjour. Nous, à ce salon, on s'est posé la question à la fois de prioriser les mesures ou d'en rendre obligatoires. Et le choix qu'on a fait, c'est de rendre 3 mesures obligatoires, 27, 28, 29. Donc, c'est 3 mesures qui sont sur la co-construction avec les citoyens, la mise en place d'une commission Ça a coupé. Mais, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend à nouveau. Bon, c'est compliqué la leçon ce soir. Pour garantir en fait qu'il y a de la qu'il y ait de la co-construction et que soit mis en place ce qu'il faut pour le faire. Et en parallèle, là c'est plus nous on voit ça comme de toute façon à la fois une collaboration, mais aussi quelque part un rapport de force en termes de négociation. Et donc pour avoir du poids, on a choisi de mettre en place, et on est en train de travailler là-dessus, de mettre en place un sondage qui va tourner jusqu'au municipal pour savoir combien de gens soutiennent notre démarche et aussi pour savoir ce qui leur paraît le plus important en termes de thèmes, voire même de mesures pour ceux qui iront s'aventurer jusqu'à la lecture de toutes les mesures. Voilà. Je crois que Pascal a à nouveau disparu. En disant, il vaut mieux un bon début que rien du tout, quoi. Et ensuite, peser sur la mairie au maximum au fil des mois. Ok, et Voilà. vous travaillez sur... Est-ce que vous mettez en avant d'autres mesures à part ces mesures obligatoires? Alors après, nous, on va porter 31 mesures sur 32. La seule qu'on porte pas, c'est la publicité dans l'espace public, parce qu'on est une métropole et que ça dépend entièrement d'elle, et donc on a choisi de pas la faire. Mais par contre, pour toutes les autres, on en porte 32, et on en porte 2 autres qu'on a montées nous, une sur la santé, principe de précaution, et puis une sur l'éducation, en fait, voilà, l'éducation locale, et l'aide pour tout ce qui est éducation, et puis Bon, je crois que Pascal avait... Enfin bon, aussi... ça coupe pas mal quand même. Allô? Je crois Ouais, que... ça coupe beaucoup. Mais... Ok. Et sinon, tu avais dit donc un sondage régulier vis-à-vis des Ouais. citoyens pour... Le sondage, ça a pour but de prioriser. Avec plus de... Nous, on a à peu près 200 personnes qui ont participé, mais on veut être plus nombreux que ça. On espère jusqu'au 10 municipal à avoir... Allez, on va prendre le défi d'avoir quelques milliers de personnes qui aient voté en disant ce qui nous intéresse le plus. Et on se dit qu'on va afficher un compteur sur notre site web pour titiller les candidats. Ok. Ben, super, faudra nous dire quand vous atteignez le millier. Est-ce que quelqu'un d'autre avait un retour d'expérience sur... Je peux dire quelque chose? Ouais. Oui, juste demander à Pascal. Oui, c'est possible? Oui. Non, juste pour demander à Pascal, parce que c'est plus facile que d'écrire un message, j'aimerais bien avoir des précisions et sur la question du sondage etc. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je pense qui est très intéressant pour appuyer un petit peu cette démarche. Et en savoir plus, ou alors est-ce qu'on peut échanger nos coordonnées pour rester en contact sur comment ils avancent et voilà. Est-ce que c'est possible de le faire et comment ils mettent ce qu'il y a dans ce sondage, comment ils le mettent en œuvre et tout. Enfin, c'est une démarche qui me semble très intéressante et j'aimerais bien en savoir plus par rapport avec Pascal. Donc, on peut, soit s'il n'y a pas d'autres intervenants, il peut peut-être expliquer un peu plus, soit échanger des mails pour rester en contact. Voilà. C'est possible, Pascal? Pascal a... Hop là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, bah volontiers. J'ai mis l'adresse pour communiquer avec nous, l'adresse mail.
Super. Du coup, je vois notamment chez Mireille, où vous rigolez bien, vous êtes un collectif et vous bossez où, vous? Attends, allez-y. Oui, bonjour. Oui, Je ne sais pas si vous nous entendez. Super. Ouais. Non, c'était pour dire, nous, on est un peu entre deux chaises, enfin, sur 5 chaises, mais on est à la fois, moi, je suis candidat, je suis tête de liste d'une liste citoyenne, donc à Pamiers, c'est en Ariège, c'est au sud de Toulouse. Et donc, on travaille beaucoup sur les fiches, donc des mesures du pacte. Et on a particulièrement travaillé sur la mesure 26 et on a sur le territoire déjà comment dire, des structures en place. On a un 115 mais qui est étoffé avec des associations qui sont investies dans un lieu assez important et on a toute une série, une dizaine, on a compté de structures qui travaillent autour des questions de l'accueil des migrants, mais ça va aussi bien d'accueil de jour, d'accueil de nuit, que d'associations militantes type RESF, LDH et autres, jusqu'à la médiathèque qui accueille des personnes avec des mises à disposition d'ordinateurs, jusqu'à une cyberbase qui est ouverte de façon assez régulière avec des animateurs et autres. Enfin, pour donner ces domaines-là, on n'a pas de... On a Emmaüs. Emmaüs, On fait l'accueil des migrants. Donc, nous, le questionnement qu'on a par rapport au fait qu'on est à la fois militant dans certaines de ces associations et en même temps en train de construire et de finaliser une liste citoyenne, c'est comment on peut être à la fois en recherche de suffrage pour porter un programme qui correspond à celle du mesure et être signataire au niveau citoyen. En gros, enfin, il nous semble que ce qui est pertinent sur notre territoire, c'est non pas signer des mesures avec un collectif citoyen qui représente tous les domaines, mais en fonction des domaines, en fonction des thématiques, d'avoir en face de nous des personnes qui sont en capacité de répondre enfin, nous interpeller, de suivre ce qu'on va faire, les engagements qu'on a pris en connaissance de cause. Je termine juste par un exemple. On a rencontré à 3 reprises une association qui s'appelle Pourquoi pas moi, qui s'occupe de l'accessibilité dans l'espace public. C'est une des questions qui était évoquée pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, également les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Et c'est vrai qu'on aimerait signer avec eux la mesure qui concerne, je n'ai pas le numéro, mais la mesure qui concerne spécifiquement cette question de l'accessibilité de l'espace public. Donc, on est plutôt 23. sur... Voilà, 23. mesure 23, 23, ouais, oui. j'ai des secrétaires devant moi. Merci. Voilà. Donc, c'est mon interrogation par rapport à ce que disait Rémi ou Pascal, c'est que nous, on n'a pas identifié sur le territoire, il y a des citoyens individus qui sont intéressés par le pacte et qui pour la plupart, nous ont rejoints. Et ensuite, on a des structures qu'on rencontre, qu'on va rencontrer, mais comment formaliser avec telle ou telle structure? Super, merci pour la question et le partage d'expérience. Ça a l'air très chouette par chez vous. Du coup, la posture du pacte, c'est que les listes ne peuvent pas s'engager donc directement sur le pacte et sur les mesures, faire une signature, mais il faut absolument que ça soit en parler avec un collectif citoyen. Ça peut être aussi un collectif associatif. Parce que on veut que ce soit proposé au plus grand nombre possible de listes sur un territoire et pas qu'on s'adresse juste à nos copains, les personnes qui sont idéologiquement le plus proches de nous, comme peuvent l'être de nombreuses listes participatives. Du coup, on a un peu le modèle du collectif citoyen, mais par exemple, justement à Toulouse, le pacte est porté par un collectif d'associations qui se sont rassemblés pour réfléchir à des mesures importantes pour la métropole, mais le suivi et l'interpellation va être aussi faite individuellement par les associations. Donc, en soi, vous pourriez signer un pacte avec les associations, sauf que je ne pense pas que ce soit le bon équilibre de... Enfin, pour l'instant, par rapport à la situation que vous me présentez, le bon équilibre par rapport au pacte, dans le sens où c'est vous qui allez solliciter les associations, alors qu'il faudrait qu'il y ait peut-être que les associations se mettent d'accord ou que vous puissiez leur parler du pacte pour qu'elles puissent non seulement vous solliciter vous, mais aussi les autres listes de la collectivité
au moins pour les avoir sollicités, leur demander de s'engager, même si si elles ne le font pas, in fine. Donc, c'est ce que je vous proposerais de parler du pacte, de la démarche à ces associations, et si elles ont la motivation pour le faire, pourraient derrière interpeller en groupe les autres listes. Après, toutes les ressources du pacte sont accessibles librement sur le site, donc vous pouvez bien sûr vous en servir des fiches techniques et de toutes les ressources. Mais voilà. Oui, je peux répondre Bien sûr. Non, dimanche dernier, on a travaillé avec les personnes qui sont autour de moi. On a travaillé sur justement une synthèse de la fiche sur l'accueil des migrants et des populations. Et on a donc identifié, enfin, on a repris, on les connaissait, mais on les a listés, les associations, et on a commencé effectivement à faire du porte-à-porte auprès de ces structures-là pour déjà connaître l'existant, voilà, avoir des éléments plus chiffrés. Mais je pense que ce que vous avez suggéré là, effectivement, en quelque sorte, qu'on fasse la promotion dans notre campagne du pacte en proposant à ceux qui souhaitent de s'en emparer et de nous interpeller. Mais on ne peut pas leur demander de gré à gré de s'engager vis-à-vis de nous. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'idée. C'est qu'il faut que le collectif citoyen existe et son autonomie de gouvernance, de fonctionnement, et que lui décide effectivement. Nous, on est une petite ville de 17 000 habitants, mais on va avoir à minima 6 listes, dont une liste Rassemblement national, alors qu'on est une petite commune en milieu rural, quoi. L'Ariège, c'est 150 000 habitants au total, hein, pour tout le département. Voilà. Donc, c'est vrai que je vois tout à fait ce que vous avez dit. On fait la même chose dans le domaine de l'agriculture, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. On a rencontré la Confédération paysanne, Siva Mio, Adréar, enfin des structures qui sont militantes. On a une coalition climat qui regroupe une dizaine de structures sur les questions liées au climat-environnement. Et on travaille, enfin, on est déjà engagé avec eux en tant que militants, et là, on va les interpeller pour qu'ils s'emparent du pacte, et eux décident de nous interpeller sur certaines mesures, ou à l'intérieur des mesures, sur certaines dispositions. Merci. Super. Merci pour le retour. Est-ce que les personnes ont encore soit des questions sur tout ce qu'on a dit? C'était Yves qui dit que justement la coalition climat en Ariège interpellera toutes les listes de candidats. Yves, peux-tu nous en dire plus? Parce que moi, je n'étais pas au courant. Si tu veux, je peux t'activer le micro. Tu veux nous en dire plus? Bon, c'est pas grave. Si ton micro ne fonctionne pas, tu peux nous en parler en chat ou nous envoyer un petit mail plus tard. On partagera les informations. Donc oui, tout ce qu'on a mis sur le chat ici et aussi les retours que nous fera Henri quand il sera plus malade. On met tout sur le site du pacte avec le PowerPoint et la vidéo de ce webinaire que vous pouvez donc retrouver à partir de probablement la semaine prochaine. Bon, j'ai plus trop de questions. Vraiment aucun autre partage d'expérience, parce que même si vous venez juste de commencer, que vous avez une idée de réunion, mais vous ne savez pas forcément exactement comment l'animer, ou que justement vous avez votre première réunion et vous avez l'impression que vous avez encore beaucoup de chemin à faire, ça vous intéresse. Bon, s'il n'y a pas d'autres retours, on peut finir 10 minutes en avance le webinaire, mais ceux qui ont déjà parlé, est-ce que vous avez des dernières idées, comme pas me laisser toute seule? Moi, je vous vois tous rigoler, hein, mais...
je veux bien meubler les 10 minutes et faire part de l'expérience qu'on a à Champigny. Ouais. On est sur la liste, là, comme ça, on est une vingtaine d'inscrits. On va avoir ici une, deux, trois, quatre, cinq listes. Bon, Champigny, c'est une commune de plus de 70 000 habitants dans la banlieue parisienne, Champigny-sur-Marne. Alors, le collectif s'est créé beaucoup autour déjà d'une structure qui existait, d'une association qui existait, qui s'appelle Champigny en transition, qui est une émanation un petit peu des villes en transition. Et on a trouvé l'initiative très intéressante et donc on a un petit peu démarré dessus. On aurait tendance, et c'est pour ça qu'il y a un échange avec Pascal, on aurait tendance, pour nous, il n'y a aucune des mesures à rejeter, même, je crois que sur la question de la publicité, même si ça relève de la métropole, je me demande si les municipalités, sur la question de la publicité que portait Pascal, si les municipalités n'ont pas leur mot à dire. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il n'y en a qu'une qu'on a mis de côté, c'est la mesure 6 ou 7, parce qu'on n'a pas trop de territoire foncier. Enfin, il y en a un petit peu qui existe dans la commune à côté, mais bon, on peut pas tout faire. Donc, de territoire, voilà, foncier agricole, quoi. Donc, a priori, il y aurait aucune des mesures qu'on aurait à rejeter et on voudrait toutes les défendre. Néanmoins, on voit bien que pour signer avec Impact, il faut dégager une compétence sur toutes les questions. Et c'est le travail qu'on est en train d'entamer et qui est pas un mince travail, quoi. Je veux dire, ça veut dire que arriver à voir où en est la commune, donc ça, on peut sur ce qu'elle a fait, sur pourquoi défendre telle mesure et la mettre, et voilà, plus des compétences un petit peu de Ouais, alors merci pour la réponse, Elsa. C'est vrai qu'il y a des mesures dont on peut s'emparer. C'est qu'il y a des choses qui coûtent pas cher, donc on pourra toujours défendre. Voilà. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a des associations qui font partie des signatures, comme il y a Emmaüs, qui ont été contactés, mais qui n'ont pas réagi, qui ne viennent pas aux réunions. Voilà, il faudra aller les voir. Il y a Noé, bon, ils sont venus une fois et ils ne sont pas revenus. Voilà, mais c'est déjà une expression, c'est que je trouvais que les associations qui étaient signataires des 32 mesures, eh ben, elles ont mal relayé quelque part, un petit peu auprès de leur... Enfin, je ne sais pas, hein, mais nous, attaque. Bah, oui, bah, c'est bien, c'est intéressant, mais on est tellement débordé qu'on ne va pas s'emparer de ça et tout. C'est-à-dire, voilà, entre notre enthousiasme par rapport à cette initiative et la manière dont réagit chaque association qui ne sont pas emparées, ça aurait été une occasion de travailler collectivement ensemble et par rapport aux compétences de chacun qui sont dégagées. Et ça, je sais pas, ça se fait pas. Alors, il faudra aller les voir, mais entre aller voir chacun des membres, aller voir les candidats, travailler sur les mesures, prendre, etc. et tout, ben c'est un boulot énorme, gigantesque. Donc, on a envoyé des mails aux associations voilà. C'est bon, ça peut peut-être se dégager d'ici là, mais en fait, on s'est quand même dresser un calendrier rétroactif en disant que si on voulait, l'intérêt de ça, c'est de donner une publicité par rapport à toutes les listes et puis après de dire aux citoyens, voilà, on a travaillé là-dessus, on a signé avec telle ou telle liste, tel pacte, telle mesure. Et puis après, c'est aux citoyens de se prononcer si notre action aura une action. Donc il y aura une signature du pacte qu'on n'a pas fixée trop tôt parce que il y a des listes qui sont au courant de l'existence du pacte, d'autres pas. Voilà, c'est du boulot, ça prend du temps, mais c'est formidable. J'espère qu'on arrivera à temps. Voilà, je vais faire un petit peu part de. On a de nouveau une réunion lundi prochain. On essaye de se faire une réunion une fois par mois juste sur cette question-là. Puis peut-être accélérer un petit peu plus là, vu le calendrier et le mois de mars qui se rapproche. Voilà. Ok. C'est vrai qu'on a eu plusieurs retours de collectifs qui me disent que toutes les associations qui sont signataires, leur antenne locale a
Fouchion les Oies n'est pas intéressé par porter le pacte. Et c'est vrai que je pense qu'Elsa pourrait nous dire que les priorités dépendent beaucoup selon les assos locales. Nous, on essaie vraiment de relancer régulièrement les partenaires, mais forcément, l'information ne passe pas forcément toujours partout pareil. Elsa, tu voulais compléter? Oui, non, bah, rapidement, enfin, c'est une problématique de toute façon à laquelle on fait face pour tout, pas que pour ça. C'est que bah, dans le travail social, il y a enfin, c'est vrai que nous, les structures Emmaüs partout en France sont vraiment sur le terrain pur et dur, donc dans dans le travail, l'accompagnement des personnes, etc. Et c'est vrai que c'est difficile souvent pour eux aussi d'avoir le temps déjà, de juste sortir la tête et de se dire, bah, enfin, je peux aussi essayer de travailler sur d'autres choses. Et ils n'ont pas le temps, malheureusement. Je pense que c'est vraiment pas une question d'envie. Je pense que, en tout cas, chez Emmaüs, c'est quand même des gens assez militants qui ont plutôt envie de participer à ce genre de choses. Mais je pense que c'est principalement un manque de temps. Voilà. Mais c'est vrai que je fais face au même problème hein, pour essayer de mobiliser et c'est pas toujours facile, quoi. Ok. Non, je suis témoin qu'Elsa mobilise beaucoup des groupes locaux Emmaüs. Ça fait un petit bout de temps qu'on commence à travailler sur le pacte ensemble. Du coup, pour finir ce webinaire, je voulais juste revenir sur le point que j'ai abordé au début sur le processus de signature pour voir si, je sais pas déjà si vous étiez tous bien là au début. On a mis une petite note explicative sur le site dans ressources communication signer un pacte. Et de toute façon, on est toujours disponible pour répondre à vos questions sur pacte-transition-citoyenne.org. La page n'est pas encore en ligne. Elle va l'être bientôt. Je ne sais plus exactement quand, mais bientôt. Mais si vous avez déjà signé des pactes avec des candidats, c'est super chouette déjà de les mettre en ligne. Parce que comme ça, quand la page apparaîtront également des pactes déjà signés. Et ça fera beaucoup mieux. Merci à tous. Voilà, donc Marie a mis le lien dans le chat si vous ne l'aviez pas. Du coup, merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup à Elsa qui a non seulement assuré ces deux parties, mais également du pied levé la partie sur l'accueil des migrants. Vous revoit en principe le mois prochain pour parler de la question de la lutte contre les petits et les grands projets inutiles et imposés. Donc, comment défendre, comment se battre contre des projets climaticides qui sont mauvais pour la biodiversité de votre territoire, à la fois des projets de l'ampleur de Notre-Dame-des-Landes, mais également cette petite usine que le maire veut construire dans votre petite commune rurale. Donc, on vous dit tous bonsoir et à bientôt.